Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est euh, comment empêcher le mimétisme. Comment empêcher qu'un groupe veuille les mêmes choses que l'autre groupe, par exemple. Veuille les mêmes avantages que l'autre groupe. Veuille les mêmes pratiques que l'autre groupe. Veuille les mêmes produits que l'autre groupe. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que les groupes ont toujours été les uns sur les autres? Ou est-ce qu'ils avaient leur autonomie? Quelles sont les manifestations, puisqu'on est dans le domaine on est dans le domaine de la culture, est-ce que les cultures nous protègent de la mondialisation, par exemple? Elles nous protègent de l'importation sauvage. Elles nous protègent elles favorisent une économie de proximité. C'est des banalités, des généralités, comme j'aime pas. Mais de moins en moins, mais là, il y a peut-être un retour de bâton. Mais au cours de la dernière phase, c'était une résistance de plus en plus difficile. La mondialisation, l'uniformisation commençait à tout avaler plutôt. Donc il y a une perte de résistance. Oui, et peut-être qu'il y a un réveil contraire maintenant, mais comment savoir? Et c'est trop général ce que je dis. Mmh. Mais il y a peut-être des cycles aussi là-dedans, même par rapport à ça. Mmh. Malgré tout, encore aujourd'hui, est-ce que par exemple les gens se nourrissent de la même manière partout dans le monde? Non, pas du tout. Non, non. Donc la cuisine, les habitudes culinaires sont un élément de différenciation qui est durable. Si les gens ont l'habitude de manger d'une certaine manière, ils ne vont pas vouloir manger d'une autre manière. Donc ils ne vont pas vouloir les mêmes produits que les gens d'à côté. Mais d'une manière générale, Gramsci, ce qu'il disait sur la superstructure culturelle, c'est en fait, c'est pas du jour au lendemain. L'économie, l'infrastructure change. Les premiers révolutionnaires, en gros de type marxiste, en simplifiant, pensaient qu'il allait y avoir quelque chose de mécanique. Gramsci et d'autres ont fait comprendre que ça suivait absolument pas d'une manière mécanique. Donc oui, le culturel, il met plus de temps à... Bon, donc finalement, si on encourage les cultures locales, sur le plan artistique, sur le plan culinaire, etc., on empêche que les gens s'unissent. C'est toi qui nous disais l'autre jour, diviser pour régner. Diviser pour régner, par exemple les gilets jaunes, le phénomène des gilets jaunes est lié au fait que les frontières culturelles ont baissé. Si les gens du Sud ne mangeaient pas comme les gens du Nord, ou n'avaient pas les mêmes pratiques, ils ne pourraient pas s'unir. Donc ça vient apporter une autre dimension à nos discussions de tout à l'heure, au tout début de la discussion. À savoir que il y a... Mais en même temps, il y a une contradiction, parce qu'en même temps, ces cultures locales, elles persistent. Mais c'est comme si on niait leur existence, quelque part. Parce qu'au lieu de dire qu'on est français, on pourrait dire qu'on est d'Aquitaine ou de la Côte d'Azur ou du Roussillon, comme vous. Donc il y a un manque d'enracinement. Il y a un déni d'enracinement. C'est pas qu'ils sont pas enracinés, mais ils font semblant de l'avoir oublié. Et donc ça veut dire qu'aussi, chaque cas, chaque groupe doit être traité différemment. Il n'y a pas une solution unique pour tous les groupes existants en France, pour toutes les régions. C'est pour ça qu'on disait nécessité d'une économie de proximité. Donc, je reviens là-dessus.
économie de proximité et politique de proximité. Il y a une double crise de la proximité. Économique parce que les gens vont vouloir des produits qu'ils ne cultivent pas ou qu'ils ne fabriquent pas, et crise de la politique de proximité parce que ils n'ont pas de leader qui soit au courant de ce qui se passe au niveau local. Parce que, comme on a dit, les députés d'En Marche, ils n'ont pas d'assises locales, ils n'ont pas fait un travail local intéressant, donc ils ne connaissent pas les populations, donc les populations ne se sentent pas représentées. Alors vous, par exemple, vous êtes de Perpignan. En fait, moi, je suis né à Paris. Ah oui. Et j'ai travaillé à j'ai passé ma vie à Paris. Ah oui. Et je me suis retrouvé à Perpignan pour des raisons de congé maladie longue durée. Donc, parce que j'ai une famille qui s'est investie dans le sud de la France. Et donc c'est pour ça que... Donc votre famille n'est même pas vraiment de Perpignan. Non. Vous êtes des immigrés dans le sud-ouest. Ouais. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas la même mentalité à Perpignan et à Paris, par exemple? On n'a pas du tout la même mentalité. Et quelles sont les différences de comportement et à quel niveau? Par exemple, est-ce que ce genre de discussion que nous avons pourrait avoir lieu à Perpignan? Est-ce qu'ils ont la même conception de la parole, du débat dans le sud-ouest? Moi, j'ai toute une théorie là-dessus sur les comportements, l'opposition entre les comportements de parole, le rapport à la parole dans le sud-ouest, pas forcément les Pyrénées occidentales, mais aussi orientales. À votre avis, comment? J'avais vu ce genre de débat. C'est pour ça que j'en fais partie. C'est parce que moi, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas de débat comme ça. Vous avez vécu dans cette région? Ah, tout à fait. Combien de temps? Ça fait 40 ans. Que vous vivez à moitié à Perpignan? À moitié à Perpignan. Voilà, et justement. Alors à votre avis, comment pouvez-vous définir la différence dans la conception de la prise de parole? Parce que justement, par exemple, nous avons tout à l'heure notre ami Saïd, mais il se réfère quelque part aussi à une certaine idée de la prise de parole, à une certaine idée de la sociabilité, qui n'est pas la sienne, et qu'il ne comprend pas. Par exemple, lui, il considère que cette façon d'interroger les gens à la façon socratique est insupportable. Il veut quelqu'un qui fasse son exposé, par exemple, qui raconte son truc. Et d'ailleurs, notre ami Philippe, qui est originaire de Pologne, quelque part, il véhicule aussi dans sa famille une certaine idée de ce que c'est que la prise de parole. On ne peut pas échapper à des représentations familiales. Tout à l'heure, on parlait du Maghreb. Quelle est la conception qu'on a dans ces pays de la parole, de la sociabilité, du pouvoir même? Qu'est-ce que c'est que l'autre? Qu'est-ce que c'est que l'ascendant de quelqu'un? Par exemple, l'autorité morale n'est pas la même, ne se construit pas de la même manière dans tous les pays, et même dans toutes les régions. Donc quelqu'un qui vient d'une région où la conception de l'autorité morale n'est pas la même, il ne comprend pas comment elle peut s'exercer là où il arrive. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc là, on n'est plus en train de parler de gastronomie, on est en train de parler de mode de communication. Et là, alors, donc finalement, moi je voudrais que vous me répondiez, si vous êtes capable, que la France finalement, et Paris notamment, a une façon de concevoir la discussion qu'on ne trouve pas tellement ailleurs, y compris en Angleterre, ou en Allemagne, ou en Espagne, ou en Italie, ou en Pologne, ou même dans le sud-ouest. Alors, pouvez-vous définir quelles sont les pratiques de parole, les prises de parole dans cette région que vous avez connue depuis 40 ans? Et vous dites que ça n'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça se passe comment? Ça se passe... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est écouté, par exemple? Son autorité naturelle. Non mais, oui d'accord, mais ça, l'autorité naturelle, on peut toujours dire qu'elle est là. De toute façon, il y a toujours une autorité naturelle. Mais en quoi consiste cette autorité naturelle? Le fait qu'il parle plus fort que les autres. Par exemple? S'exprime avec plus d'aisance.
Une vision plus ample des choses, plus claire. L'un ou l'autre, l'un et l'autre. Voilà. Différents facteurs comme ça. Mais une agilité et une perspicacité. En même temps, ça dépend aussi peut-être, mais je casse pas ton truc, c'est une restriction. Ça dépend encore que ça soit le sud-ouest, Paris, des juifs d'origine polonaise, tel autre. Ou d'origine maghrébine d'ailleurs. Oui, ça dépend. Parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les juifs qui sont marqués par l'origine maghrébine. Oui, mais ça dépend aussi du milieu social. Oui, probablement. Même si, quelque part, à Paris, quel que soit le milieu social, il y a des... à condition évidemment de ne pas intégrer dans le milieu social l'origine... Alors, parce que le problème du milieu social, c'est qu'il est lui-même lié à des origines géographiques diverses. Oui, oui. Donc on peut pas... sur le plan... Oui, mais c'est difficile de les dissocier. La couche sociale, oui. Oui, c'est difficile de les dissocier, puisque justement, ces milieux sociaux divers ont des origines différentes. Donc on n'en sort pas. Même... il n'y en a peut-être pas, mais même juifs alsaciens, il y a une différence entre le père chef de service au ministère de l'Agriculture et le père qui a ouvert un bouclard au Sentier. Probablement. Malgré tout, voilà. Oui. Pas forcément dans un sens purement hiérarchique, mais c'est différent. On pourrait aussi, donc c'est tout un... On pourrait aussi poser des questions comme ça. En effet, on véhicule c'est intéressant parce que c'est des valeurs qu'on véhicule, et souvent quand on entre dans un groupe, vous pouvez prendre le fil. Ouais, Moi-même, par exemple, pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup fréquenté les milieux juifs, mais dans les milieux juifs, j'arrivais généralement pas à m'imposer. Parce que c'était des juifs qui venaient généralement de Pologne, et ils avaient une certaine idée de ce que c'était que l'autorité qui ne correspondait pas à mon profil. Donc j'ai jamais été très à l'aise avec les juifs, bien que j'ai créé une association juive en 1978 qui s'appelait le Cercle d'études de recherche sur l'identité juive. C'était une association laïque d'ailleurs. Mais je veux dire que de manière générale, la communauté juive est très hétérogène, et c'est peut-être pour ça aussi, concernant les Gilets jaunes, qu'eux-mêmes n'ont pas forcément les mêmes valeurs entre eux, et qu'ils n'arrivent pas à faire apparaître un personnage majeur, parce que les valeurs, la notion du chef à Perpignan, c'est pas forcément la même notion du chef à Besançon ou à Nantes, etc. Mais sur ce terrain-là, au niveau de cette dimension, au risque de contrarier, c'est là que je crois, comme dans les écrits poétiques ou adopés, je crois à la singularité, c'est-à-dire pas d'une manière générale telle famille, telle communauté venant de Pologne ou chrétien de l'ouest du sud-ouest de la France, mais la famille X ou la famille Y. L'étude phénoménologique, le truc global, on peut sortir quelques généralités synthétiques, mais après, le travail de décortiquer le truc, le travail de dentelière, c'est au niveau de chaque... Oui, il y a quand même un autre paramètre. C'est le voir, lui, admettons, lui réellement, effectivement, dans le sud-ouest, avec son père, et autrement, on en reste à des généralités. Oui, mais il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est l'élément d'immigration. Il y a les juifs qui sont marqués par l'immigration, et ceux qui ne sont pas marqués par l'immigration. Et ça, c'est aussi ça crée déjà. Donc, quand tout à l'heure on parlait des Maghrébins, il y a les Maghrébins, mais il y a aussi l'immigration maghrébine, qui est un élément qui vient compliquer encore plus ces choses. Et puis il y a immigration et immigration. Il y a l'immigration, admettons, du juif polonais qui est arrivé, moi c'est mes parents, je suis né ici une génération avant, et il y a l'immigration entre guillemets de Marc Fontaine qui fait la navette entre le sud-ouest et Paris. C'est quand même qualitativement différent. Oui, bien entendu. C'est pas comme... voilà. Mais est-ce que par exemple, quand vous êtes, Marc Fontaine, quand vous êtes à Perpignan, est-ce que vous sentez étranger? Est-ce que vous sentez que vous ou étranger ici. Est-ce que vous êtes décalé? Oui, mais pas Perpignan. Parce qu'il vient pas il n'est pas né à Perpignan. Dans mon village, c'est Morias-Las. Attendez, c'est où votre naissance? Je suis né à Paris. Oui, d'accord. Bon. Mais vous avez vécu combien de temps à Paris? Toute ma vie. Paris combien?
Paris 15. Oui, parce que ça dépend des arrondissements. Les quartiers. Oui. Ça fait penser à My Fair Lady, Personnellement, je me sens où d'après l'accent, on... Attends, mais je rigole pas, toi ça t'intéresse pas, mais ça dépend même de la rue et du trottoir de droite ou de gauche. Et c'est là que je fais un parallèle avec, admettons, dans le roman, je vais être très clair, Modiano et ses balades très subjectives, non mais n'importe, dans certains romans, où en fait même le boulevard Raspail, avant Vavin ou après Vavin, son humeur et les modulations de son intérieur. Je sais bien, oui. Bon, voilà. Moi, je me sens avant tout parisien. Et donc ici, il n'y a aucun déphasage quand tu es à Paris. Non, mais ma question c'était inverse. Ma question était inverse. Je me sens ici comme un poisson dans l'eau, que genre au sud de la France, quelquefois j'ai quelques problèmes avec certains qui... En tout cas, moi, la réponse que j'attendais, si vous voulez, par rapport à cette différence entre le sud-ouest et Paris, c'est le goût de raconter quelque chose. Donc ça, c'est très important. Beaucoup des sociétés qui nous entourent, des gens qui viennent des sociétés qui nous entourent, ont une tradition du conte. On va raconter quelque chose, les gens vont être autour de vous et vont vous écouter raconter de belle façon, comme un troubadour, quelque chose, et ça va être un numéro d'une manière personnel, fleurie. voilà, c'est ça. Et ça, à Paris, on casse complètement ce truc-là. Et c'est normal que des personnes qui ont d'autres repères, comme notre ami Saïd ou Maïd, ne captent pas notre mode de fonctionnement ici. Depuis le temps, il n'a toujours pas compris comment ça se passait. Il est toujours en train de s'interroger, mais pourquoi pas moi, etc. Il ne comprend pas qu'il n'a pas les valeurs qui correspondent à, etc. Donc c'est amusant. Mais il est clair que ces différences empêchent véritablement le rassemblement, quelque part, parce qu'on n'est pas d'accord sur les valeurs, et on n'est même pas d'accord sur l'image du chef. On n'est même pas d'accord sur celui qui a le droit de prendre l'ascendant. Quand ils disent, par exemple, que Macron n'a pas de légitimité, ils le disent au nom de quelles valeurs, au nom de quels critères, leurs critères de telle et telle province. Mais c'est pas, ils s'en sont pas clairement, mais c'est évident que quand ils parlent, ils ont des repères, ils ont des schémas. Mais il y a d'autres éléments complémentaires en dehors de ça. C'est au niveau psychologique, c'est un détail, mais Saïd, ça allait tant que Jean-Paul n'intervenait pas encore. Quand Jean-Paul est venu ici, il l'a senti comme une dépossession peut-être. Il y a un peu cet élément-là. Et donc il s'est senti un peu désemparé. Et il n'empêche que par moment, Saïd, il va voir un peu les films. Rien ne l'empêchera d'ici quelques jours de suivre ce qu'on est en train de faire présentement. Bien sûr. Voilà, moi je vais y aller. D'accord, écoute. Merci. Je vais aux toilettes et je lui dis au revoir. Ben oui, on vous attend. Quant à notre ami là, il va rester. Je suis resté ici jusqu'à 7h30.